Encore toi? Mais tu m'as pas cru quand je t'ai dit qu'il fallait pas commencer la piste. C'est pas des blagues, hein. Il faut pas commencer, on n'arrête jamais. Tant pis, je t'aurais prévenu. Bon bah, je vais encore te donner quelques conseils vu que t'es là. Alors, au risque de me répéter, une fois de plus, bah, je suis pas un pilote professionnel et je vous apprendrai pas à claquer le record du circuit. C'est plus une vidéo pour les débutants qui n'en ont pas fait ou très peu. Voilà, je ne me crois pas pour qui je ne suis pas, c'est juste des conseils de débutants. Idéalement, je voulais vous faire des vidéos comme je l'avais déjà imaginé, avec des belles scènes vidéo marquées pour vous montrer les petits trucs à faire ou à ne pas faire. Malheureusement, la moto, elle n'est plus là. Donc pour ceux qui ont suivi, bah oui, la moto est HS, donc bah, ça compromet un peu mes plans de vidéo. Alors, la première chose très importante, ça va être les pneus, c'est votre contact avec la piste. Au final, bah, c'est quand même ce qui est primordial d'avoir en bon état et à bonne pression. Donc, la pression, on n'est plus sur de la route, on est sur une piste, ça va chauffer beaucoup plus. On a besoin d'avoir des pressions adaptées au circuit. Donc renseignez-vous en fonction de votre type de pneu. Donc on n'a pas une pression type pour une moto, c'est en fonction du pneu aussi. Donc on se renseigne bien avec le pneu qu'on a, la moto qu'on a, tous ces paramètres là ensemble et on adapte sa pression de pneu. Donc il n'y a pas besoin forcément de couverture chauffante si on est sur du pneu sportif, routier, je vais dire qu'on a habituellement. Pas besoin de slick pour commencer, donc ce serait même une erreur. Il y en a qui arrivent à faire des chronos plus qu'honorables avec des pneus rainurés. Voilà. Le slick, ça peut être bien pour aller chercher les dernières secondes, dixièmes même. Mais pour faire des chronos, tant qu'on n'est pas en dessous d'une 11, un mètre par exemple, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est sûr, bah voilà, on se sent mieux, il y a des pneus qu'on connaît mieux, qu'on aime mieux. Voilà. Personnellement, j'ai des slicks, mais je suis pas certain que ça me soit utile à mon niveau. Alors, commencer avec des slicks, bah, c'est de la folie, voilà, c'est trop de. Faut le garder en température le slick, donc là il faut des couvertures chauffantes dans beaucoup de cas. Il y a, je crois, les Metzeler Track Day qui n'ont pas besoin de couverture, mais c'est quand même préférable de partir à chaud immédiatement. Maintenant, si on a des couvertures, c'est pas plus mal, au moins on a un pneu chaud, c'est bien de partir et d'être déjà en confiance, de ne pas devoir se taper 2 tours à l'échauffer, mais c'est pas vraiment nécessaire non plus, donc il y a moyen de faire sans. Donc on va déjà parler aussi maintenant de la piste en elle-même, donc on n'est plus sur une route. Ça c'est une erreur fréquente avec les débutants. Ils sont habitués à rouler sur de la route, ils ont encore les réflexes et les enseignements qu'on a de la moto-école. Donc quand on vous dit, voilà, vous imaginez être dans une voiture et occuper à 2/3 la bande de droite, c'est plus du tout le cas. Ici la piste, on l'utilise entièrement, oui et non. La piste est peut-être large, mais au final, il n'y a pas 15 trajectoires, c'est souvent les mêmes. D'ailleurs, si vous avez un plan, vous pouvez prendre le plan et vous dessinez à l'envers. Partez d'où vous devez arriver et vous revenez pour traverser, essayer de le faire le plus droit possible. Donc, ça sert à rien de faire des grosses boucles et tout ça. Voilà, il faut essayer d'être, au moins on tourne, au moins on tombe. Il faut quand même tourner un peu bien. Ne pas hésiter à déhancher. Donc. Le but principal du déhanché, donc, c'est de descendre le centre de gravité de la moto. Donc, vu qu'on déplace le corps, le centre de gravité qui est mobile grâce à nous, si on se déhanche, il est plus bas et du coup, on doit moins incliner la moto à vitesse égale. Donc, en gros, le gars qui déhanche pourra passer un virage, disons à 100 km/h avec un angle assez faible à la moto et du coup prendre moins de risques au niveau de la glisse avec les pneus,
que le mec qui met beaucoup d'angles, d'ailleurs c'est souvent ça qui revient, on regarde le pneu, oh, t'as été au bout, bah, on s'en fout, au final ça sert à rien d'aller au bout, il a peut-être pas de bande de peur sur le pneu, mais en attendant il est plus lent. Donc ce pilote là penchera la moto, c'est souvent ce qu'on fait au début, on penche beaucoup la moto, on essaye enfin pas qu'on essaye, on ne déhanche pas assez, du coup la moto doit prendre beaucoup d'angles pour arriver à cette vitesse aussi et passer le virage. Et fatalement, le pneu est plus à la limite qu'un pilote qui déhanche. Et c'est là qu'il y a le souci, c'est qu'on prend beaucoup de risques à ne pas déhancher. Un autre point qui est vraiment très important, c'est l'aérodynamisme. Donc, vous vous dites peut-être que sur des motos de 200 bourrins, ça sert à rien, on s'en fout. Mais la prise au vent va vous freiner d'une force incroyable. Donc, dès qu'il y a un petit bout droit, on rentre les coudes, on rentre les genoux, on se couche dans la bulle. Donc vraiment la position de pilote. C'est un petit plus qui va vous faire gagner des secondes en ligne droite, parce que l'accélération va être vachement plus nette, parce qu'il n'y a pas cet aérofrein au final. Vous pourrez arriver à une vitesse plus rapide au bout de la ligne droite. Dès qu'il faut freiner, là fatalement vous relevez, prise au vent, aérofrein, et là c'est là que c'est efficace, parce qu'on a vraiment raccourci ce délai avant de pouvoir arriver au bout de la ligne droite. En se couchant, on a coupé, on s'est mis vraiment en position aérodynamique, le vent passe, et on peut vraiment avoir une accélération franche et une vitesse de pointe plus élevée. Donc franchement, n'hésitez pas à exagérer le truc, vous collez, vous serrez la moto, vous vous posez contre le réservoir, et vous gagnerez des secondes, c'est certain. Cette prise au vent, souvent on le fait dans les premiers tours, et puis vient les fins de session, on est un peu claqué, on devient fainéant, et là on ne se couche plus, on ne dérange plus, et là les tours ils prennent des secondes, parce que justement on a été fainéant, et qu'on n'a pas pris cet aérodynamisme qu'on a gaspillé. On est en position de paye en GS qui va chercher du pain. Voilà, on est là pour chasser le chrono, donc il faut vraiment être aérodynamique et en position, et tout le temps se donner. C'est crevant, mais il faut pas arrêter. Alors la technique du regard, ça aussi on en parle assez bien pendant les cours de moto-école. C'est souvent mal pris ou sous-estimé surtout. Donc les gens se disent oui, je suis bien, mais c'est vraiment un truc qu'il faut vous mettre en tête, c'est de regarder. Vous êtes dans le virage, vous regardez le suivant, vous foutez le virage où vous êtes, vous regardez le vibreur, vous allez au vibreur, là où on regarde la moto va. Quand un mec se plante, ne le regardez pas, vous allez finir dedans, c'est sûr et certain. Un pilote roule un poil moins vite que vous, ne regardez pas sa roue arrière, vous allez finir dedans, c'est garanti. Donc, même si vous avez un freinage qui est foireux à crever, vous vous dites merde, je suis au tas, regardez l'échappatoire, essayez de visualiser où je veux aller. Je ne veux pas aller dans le bac à riz, je ne regarde pas les putains de graviers, je regarde ce putain de vibreur où je veux sortir. Ça va peut-être être tendu, ça va peut-être glisser, il va peut-être falloir changer de slip à la fin, mais vous ne regardez pas où vous ne voulez pas aller. Ça c'est important, et surtout vous êtes anticipatif, vous regardez un virage après, vous êtes dans votre tournant, vous êtes à la corde, vous regardez la corde suivante, c'est du non-stop, je vous regarde pour la suite. Et tant qu'on a parlé de suite, prévoyez votre position aussi. Donc vous avez un virage qui arrive, vous êtes dans une ligne droite, tant que vous êtes plein gaz, sortez une fesse, et vous êtes déjà prêt au freinage, vous êtes déjà avec la fesse sortie de la moto. Ça sert à rien de freiner et puis de se jeter, parce que si vous faites ça, c'est le moment où la moto elle est écrasée sur l'avant, l'arrière se soulève, vous la déstabilisez, elle va commencer à partir en couille, c'est garanti. Donc anticipez le truc, vous voyez que vous avez votre virage à gauche, hop, plein gaz, on se déhanche et on freine déjà sur la gauche comme ça, on est déjà en position prêt à tourner.
Et pareil, si vous voyez que c'est gauche, droite, gauche, vous cassez pas le cul non plus à vous remettre à droite. À la limite, vous rentrez la fesse dans le virage droit pour vous remettre centré, mais vous êtes déjà prêt à retourner sur la gauche pour vraiment pas déstabiliser cette moto parce que ça va être pas possible à gérer. Donc il faut vraiment prévoir à l'avance son virage suivant. Alors en matière de freinage, il y a plusieurs types de freinage. Donc il y a soit le freinage agressif, le bûcheron, le mec qui doit mettre pleine patate, qui se sent bien comme ça. Freinage tardif. Mais freinage tardif ne veut pas forcément dire meilleur chrono. Je m'explique, parce qu'il y a des gars qui freinent délicatement avant, donc ils vont peut-être freiner au 150 ou même à 175 mètres du virage, délicatement, et passer avec une vitesse de courbe un poil plus importante, parce qu'ils n'auront pas vraiment freiné la moto. Donc, ils perdent cette centaine de mètres avant le virage où ils ne sont pas plein pot, mais ils récupèrent dans tout le virage. Donc par exemple, on a un enchaînement de 3 gauches, eux ils vont peut-être être très rapides dans ces 3 gauches là, mais auront perdu dans sa ligne droite juste avant, où les gros freineurs, eux, vont arriver comme des malades, vont gagner 100 mètres à plein tube, mais du coup arrivent vraiment vite dans leur virage, donc ils vont freiner plein pot. Ça donne vraiment une impression de pilote vraiment fort, parce qu'ils arrivent, t'as la horaire qui lève, c'est monstrueux, ouais, mais il est 20 km/h plus bas dans l'enchaînement des 3 virages. Donc là, tout le temps qu'ils ont gagné sur les 100 mètres, ils le perdent vachement plus dans les 3 virages. Donc, idéalement, il faut freiner plus soft. Donc, un freinage un peu smooth, on y va, on garde le frein. Donc, souvent on nous dit aussi en moto-école que quand on tourne on a le frein. Ici, on va freiner progressif, donc on freine, on ferme un peu plus les freins, on les relâche mais pas complètement, on garde un peu de pression de frein pour garder cette fourche enfoncée et avoir le maximum de grip sur la roue avant. Donc, quand la fourche est compressée, toute la pression est sur la roue avant et donc on a du grip. Si on relâche, la fourche se détend avec les réglages. Du coup, le pneu n'est plus vraiment en contrainte et c'est là qu'on risque de perdre la roue. Donc, quelqu'un qui garde les freins aura plus de grip que quelqu'un qui les relâche. C'est un peu le paradoxe de ce qu'on nous a expliqué avant. On avait tendance à nous dire, ouais, mais si tu gardes les freins, tu vas perdre l'avant, c'est garanti. Non, ici justement, il faut un petit peu garder les freins, mais pas trop, il ne faut pas non plus la bloquer, pour permettre à cette moto de garder son grip de l'avant. Et un autre truc important, c'est de bien utiliser la piste. Donc, on ne précipite pas son entrée en virage, parce que si on rentre trop tôt dans le virage, on est mal foutu, on n'aura pas beaucoup d'angle, donc on en sera incliné, mais plus longtemps. Donc, une moto qui est à 40 degrés tout le long du virage, puis c'est pas vraiment mettre gaz parce qu'il perdra du grip. Donc, le gars par contre qui vient bien serrer à droite, qui casse son virage, qui redresse, lui, il a peut-être mis 60 degrés à un moment dans sa moto, mais vachement moins longtemps, donc il peut tout de suite remettre gaz dès qu'il se redresse. Et donc lui, même si c'est impressionnant qu'on se dit, pourtant j'étais bien dans le virage, j'ai bien pris au max à la corde, ouais, mais t'as pas cassé tes cordes, donc t'as perdu du temps, parce que justement tu n'as pas accéléré assez vite. C'est important de se dire, il faut limiter les phases neutres, donc soit j'accélère, soit je freine, parce que le reste du temps c'est une phase neutre, je perds du temps. Donc vraiment limiter cette petite phase neutre, donc gaz, neutre pour changer d'angle, frein et gaz. Donc il y a vraiment un délai à rétrécir, c'est cette petite partie, donc gaz, neutre, gaz. C'est vraiment le petit point à travailler et qui fait gagner des secondes. Et du coup, en étant agressif, sous réserve, bien sûr, il ne faut pas non plus déconner, on garde quand même des secondes à gagner, c'est dans cette phase neutre. Quand on perd du temps, c'est en virage. Donc, c'est pas un secret, les grosses milles qui passent fort en ligne droite, les 600 arrivent au cul dans les virages. Pourquoi? Parce qu'eux ont justement
cette facilité de se dire voilà, je peux remettre du gaz, je risque pas un high side. Que les 1000, voilà, on est limité, il faut mettre du gaz quand on est droit. Donc voilà, en virage, on perd un max de temps avec une 1000 parce qu'on ne peut pas accélérer plein pot comme une 600. Et pareil, une entrée précipitée vous donnera pas non plus le bon angle pour la moto. Donc mettez souvent le virage numéro 3, donc avant le fameux droite où tout le monde se casse la gueule. Il y en a souvent qui vont trop vite à la corde. Il faut vraiment rester à droite, casser net pour être parallèle au virage 3 et au 4, vraiment avoir cet angle maximum de pouvoir avoir de liberté de prendre le virage tôt. Parce que souvent, si on prend à la corde au 3, on n'arrive pas à aller récupérer la corde de l'autre côté. Donc on est un peu à l'agonie, on est sur des œufs, on n'ose pas accélérer parce que le 4 c'est la casse-gueule. Ouais, ok, mais si on ne le prend pas à la corde, qu'on le prend bien large, on peut à ce moment-là venir se rejeter. C'est vraiment un virage particulier celui-là. Surtout si on s'est déjà cassé la gueule dedans, il est encore plus effrayant, mais c'est un virage qui nécessite beaucoup de préparation et de travail. Alors, au tout début, je vous disais, il n'y a pas qu'un strash. Oui et non aussi. Voilà, je vais un peu revoir ce propos, mais dans un sens. Si on est seul sur un circuit, il n'y a qu'une trash, il n'y en a pas 10. Ça sera normalement, si vous avez personne, vous avez un circuit clair, vous faites le même tour, vous passez au même endroit, non-stop, c'est millimétré, c'est au scalpel, c'est vraiment, vous regardez le data, vous repasserez pile aux mêmes traces, c'est non-stop le même truc qu'il faut refaire. Mais vous n'avez pas un tour clair. Il y a tout le temps des gens qui vont plus vite, des gens qui vont moins vite, des gens qui vont comme vous. Des fois, c'est même peut-être encore plus gênant parce que ceux qui roulent comme vous êtes dans la rue, vous ne saurez pas les lâcher et vous n'arrivez pas à les rattraper non plus. Moi, limite, j'aime autant encore lâcher la main, laisser partir et au moins je ne suis pas gêné parce que si on est pendant quelques tours au cul de quelqu'un, c'est la misère. Parce que vous avez ce pneu devant vous, vous avez le pilote qui fait ces trucs, vous essayez de trouver sa faille, mais vous arrivez presque à votre faille parce que vous allez prendre des risques pour le dépasser et lui faire prendre des risques et risquer un accrochage alors qu'au final il n'y a pas grand chose à gagner vu qu'il est quasi comme vous, donc vous le bloquez peut-être au virage suivant. Si vous le passez au 4, lui il va peut-être vous passer au 5. C'est le jeu du chat et la souris, mais voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça. Et donc c'est là que j'en viens aux différentes trajectoires. Donc on a la trajectoire classique, donc ligne droite, collé à la corde, on freine, phase neutre, on vient chercher la corde, hop, on se remet, on redresse, gaz. Là c'est l'idéal, on a vraiment pris la largeur de la piste, on a freiné à temps, on est vraiment bien. Maintenant, il y a aussi la trajectoire défensive. Donc là, vous avez un pilote qui peut être plus agressif en virage. Donc c'est typiquement le cas des pilotes par exemple qui ont une 1000 et qui ont une 600 et ils ont chié à le passer parce qu'ils ont voulu être propres. Voilà le virage qui arrive, la 600 se ramène au cul. On va prendre une trajectoire où limite on freine plus tard, comme ça il ne passe pas, mais du coup le virage sacrifié, l'accélération suivante est sacrifiée et on l'a gêné et comme ça lui va devoir modifier sa trajectoire aussi, perdre du temps et là il y a peut-être moyen de gagner un peu. Je vous cache pas qu'en track day classique ça se passe pas souvent, c'est souvent plus dans des compétitions, il n'y a rien gagné en track day, donc voilà, il y en a un qui veut passer, il passe. Moi je dis, ça sert à rien non plus de prendre des risques de se cracher ou de le faire se cracher, c'est complètement con. Mais voilà, je vous explique les trages. La défensive, on veut garder sa place, donc on sacrifie son freinage en se disant je vais freiner plus tard, sacrifier mon point de corde, mon apex, dégueulasser
mon accélération, fatalement, vu que j'ai pas pris le point de corde idéal. Mais voilà, on a gardé la position, on a peut-être gêné l'autre, peut-être que l'autre va se dire bon, c'est bon, je laisse tomber, je vais pas prendre de risque, je le laisse s'envoler. Voilà, ça c'est la défensive. Maintenant, il y a aussi l'agressive. Donc là, vous êtes le pilote qui veut passer. Typiquement, le gars en 600 qui en a plein le cul de 7000, qui n'arrête pas de le passer en ligne droite avec ses chevaux, il en profite, mais il ne sait pas piloter un virage, c'est super chiant, je suis d'accord. C'est peut-être pas d'ailleurs qui vous fait chier, désolé. Mais voilà, donc vous êtes derrière, vous voyez le pilote qui freine, et vous vous écartez pour pouvoir prendre une meilleure courbe et réaccélérer avant lui. Donc l'entrée de virage va pas être ouf, parce qu'on sera complètement hors courbe, mais on pourra réaccélérer avant lui et le passer. Et donc le prendre au freinage suivant, car on aura gagné un peu plus de vitesse de pointe dans la ligne droite. C'est encore une trajectoire risquée, donc une fois de plus, quand on est hors trajectoire, c'est souvent des morceaux de piste. Ça se voit d'ailleurs, une piste qui est fort usée, on voit la piste avec la trajectoire se dessine presque, elle est bien propre, elle a une couleur, ce béton, ce tarmac un peu blanchi. Les côtés qui sont foncés, qui sont un peu plus sombres, on voit si on regarde bien des traces de gomme, les déchets, de la poussière, tout ça, c'est parce qu'on n'y passe pas, c'est pas pour rien. À ce moment-là, méfiez-vous quand même aux grippes, parce que vous êtes quand même sur une trace dégueulasse. Donc ok, il y a peut-être moyen d'y gagner, mais méfiez-vous que c'est pas une piste propre. Donc ça va vous enfoncer un petit peu dans le pilotage, parce que vous aurez une perte de grippe et un risque de chute aussi, parce que fatalement vous prenez un endroit moins propre de la piste. Ça, il faut quand même le tenir dans un coin de sa tête au moment où on a le couteau entre les dents qu'on veut attaquer. Voilà, c'est un choix aussi, hein, mais ça peut être un choix payant quand on est gêné et qu'on commence à en avoir marre, qu'on veut pouvoir se lancer, passer devant et se dire voilà, je crée mon avance et après je sais que je la prendrai dans tous les virages parce qu'il me fait chier à chaque virage, le mec. Voilà, je vais prendre un risque pour être plus à l'aise après. C'est un choix. Mais moi personnellement, mon choix, c'est de laisser partir. C'est vraiment un truc que je me dis, des fois même quand je vois qu'il y a un troupeau ou quoi, ça sert à rien que quand celui-là va plus me faire chier, ça va être le suivant, ben je repasse par les stands. Sans s'arrêter, hein. Passer par une des stands, c'est à 60. Si vous avez le pit limiter, voilà, vous le pétez, 60 à l'heure, on passe la ligne, tout le monde s'envole, il part 2-3 tours plus loin, vous reprenez la piste, avec un peu de chance, elle est claire, et on peut s'amuser, parce que c'est ça au final, on se bat contre soi sur un track day, pas vraiment contre les autres. Toujours bien des copains ou quoi, mais voilà, ça reste quand même risqué de se cracher quand on est dans le jeu, même si c'est un track day, on est vite pris au jeu. Et bien voilà, c'est déjà tout, donc pas grand chose, je vous avais dit, c'est pas des cours pour devenir professionnel sur circuit, encore une fois je ne le suis pas, mais c'est pour vous donner une base, vraiment, vous êtes en tête de trucs à faire, les trucs à éviter, partir sur un bon trip, se dire voilà, je sais, je me rappelle, il m'a dit ça, et ben je le retiens, et je suis parti en sécurité, parce que vraiment, c'est le but, c'est d'en faire un max, pas de le faire une fois à bon chrono. Pensez aussi toujours à ça. Le but, c'est pas forcément d'établir le record de la piste ou même votre propre record. Ça sert à rien de battre son record de 5 secondes si on le fait sur un tour et qu'on n'arrive pas à être régulier. Vaut mieux tourner régulier en 1/12 sur tous ces tours que de taper une fois une 9 et de faire une 15 le reste des tours. Je vois pas l'intérêt. Le but, c'est vraiment de devenir régulier, millimétré, de savoir ce qu'on fait et de le faire bien à chaque fois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et répéter. Il n'y a pas de secret. C'est pas en mettant une ligne à Krapovic à 3000 balles que vous gagnerez des secondes. Si vous avez 3000 à claquer, claquez le long de l'essence et des journées circuit, vous apprendrez vachement mieux.
Allez, sur ce, à bientôt le mec.